combien de centaines de fois on a failli splitter? Des centaines de fois. Bien sûr, c'est notre arme, ça, c'est notre bouée de sauvetage. S'il y a un truc qui marche pas comme on veut nous, si quelqu'un nous impose quoi que ce soit ou qui dit il faut travailler comme ça ou comme ça, on lui dit ben vas-y travaille, nous on n'existe plus. C'est fini, travaille sans nous, on a splitté là, tu vois. Alors le mec il dit ben bon allez faites pas les cons et faites ce que vous voulez. On n'a qu'une vie, nous on fait vraiment ce qu'on a envie, on fait nos délires, on essaie de les monter, des fois c'est dur, des fois c'est facile. Mais c'est nous qui décidons, c'est notre vie et on en décide nous-mêmes. Celui qui voudra décider pour nous, il dira ben vas-y tout seul, ça sera sans nous. Now back to civilization. ¿Cómo parece? José Manuel Arturo Tomás, nom Ciao, et voilà, né dans le 15e, à Paris. Je crois que notre premier concert, on l'a fait avec Manu et les Joints de Culasse avec Fredo, et on connaissait 2 morceaux, je crois. Et voilà, ça a commencé comme ça, voilà. Ça c'était Joints de Culasse. L'aventure musicale, c'était chez nous, quoi. Tu vois, avant d'aller à Paris, on a fait de la musique à Sèvres. On a monté un squat, on a défendu un lieu pendant pas mal de temps, on s'est battu contre la municipalité, on s'est battu contre les nervis de droite qui venaient pour expurger le terrain, quoi. Du coup, on s'est fait virer d'un endroit qu'on avait appelé issue de secours. Donc ça devait être, je sais pas, début 80, quoi. Et donc c'est dans cet endroit-là qu'on a vraiment commencé à faire de la musique, quoi. Richard, Fats Domino, Little Richard, Elvis, tout ce truc-là, j'ai piqué partout, quoi. Et ça a été mon école, c'est ça que j'ai essayé de copier pendant longtemps. Pour les Flappers, c'est déjà beaucoup plus sérieux, bien qu'ils hésitent encore sur l'apostrophe de leur nom. Ils connaissent, comme on dit, la musique. Et les méchants, de l'autre côté des tables, n'ont déjà plus la dent aussi dure. En intermède d'une soirée qui s'effiloche, ils ont l'habitude de cette attention, tout à coup, qui les accueille avec étonnement. C'est l'heure où les musiciens ont du talent. Bardés de leur sonorité rétro, ils ont mangé, ils sont contents. Demain est une autre musique. Nous, on ne cherche pas spécialement la tête d'affiche. Ouais, enfin bon. Moi, je cherche pas à être une tête d'affiche, je cherche à être un musicien qui aime faire son boulot. Je veux dire, bien jouer parce que avant tout de bien jouer, de monde d'être bien tous ensemble, quoi, je sais pas. De vivre quand même, Bah ouais, ce que de vous vivre. faites. La gloire, c'est pour plus tard. La gloire, beaucoup plus tard. La gloire, ça. Alors, les Flappers, c'est pas avant Joints de Culasse, c'est au milieu de Joints de Culasse. Après toute cette période, il y a eu la période effectivement où ça s'est scindé et on s'est un peu dispatché, moi et Manu. Fredo, il a continué ses trucs et nous, on a monté les Hot Pens, quoi.
époque aussi où les groupes jouaient tous les uns avec les autres, ça faisait partie du moment, de l'envie et surtout peut-être presque d'un instinct de survie. Il fallait jouer dans plusieurs groupes, en général c'était de la démerde quoi. Donc la démerde, ça passait aussi par faire plusieurs concerts avec plusieurs gars et puis c'était vraiment une bonne ambiance quoi. On s'auto-démerdait toujours, même quand on parlait des Flappers, des Joints de Culasse, même après les Carayos, les King Snakes, tout le monde arrivait à jouer avec les uns les autres et s'il y avait un souci, on n'avait qu'à faire la date ensemble, comme ça on n'avait pas de problème. C'était faire de la musique comme un sport de combat, quoi. Et ça se passait à Sèvres et après, effectivement, il y avait les liens qui se faisaient avec les autres squats parisiens. Et donc, on a commencé aussi à aller jouer dans les squats à Montreuil, à aller avec les Paris Baroques dans les bars. Donc, il y avait chez Jimmy, il y avait à l'Auvergne. Et puis voilà, le lien s'est fait à ce moment-là avec toute la scène, je dirais, ce qu'on a appelé après le mouvement alternatif, quoi, qui était encore des musiciens qui se faisaient plaisir, quoi, qui jouaient la musique qu'ils aimaient. C'est à ce moment-là, on tournait pas mal avec les Carayos, que Manu et François ont décidé, plus ou moins, François disait « Qu'est-ce que tu fais, ton nouveau groupe, tout ça ». Et là, ça commençait à germer dans sa tête à Manu de faire ses nouvelles chansons, ou des chansons qu'il avait déjà essayé de caser plus ou moins au Hot Pants. Là, c'est à ce moment-là qu'il a monté un petit groupe avec Alain, Vampas, qui jouait les Vampas et les Carayos à l'époque, Tonio, qui se mettait à la trompette avec les Chihuahuas et qui joue aussi de la caisse claire avec les Carayos. Et Mamac, qui était saxophoniste et pas mauvais chanteur, qui secondait Manu. Et Santi à la batterie, quoi. Mais je crois qu'au tout début, on n'avait pas encore le nom, mais ils voulaient qu'on remonte un truc ensemble. Et si possible avec Antoine. En gros, les trois frères cousins, quoi, il fallait qu'on monte un truc. Deuxième invité de plateau de ce Rapido numéro 8, Manu Chao, avec son groupe qui s'appelle la Mano Negra, un groupe nettement hispanisant, un groupe transfuge occasionnellement d'un autre groupe qui s'appelle Los Carayos et avec qui on terminera ce Rapido. Vous n'avez pas très bien compris, c'est pas très grave. Casse la tienne, cassez la vôtre, écoutez la Mano Negra et tout s'arrangera. De mémoire, hein, cette période Mano, elle n'a pas duré très très longtemps, à cause justement, parce que entre les Carayos, moi qui devais partir au Brésil avec les King Snakes, on a juste eu le temps d'enregistrer le fameux 45, qui est le logo même, qui était notre logo dans les concerts, tout, le premier 45 de la Mano, quoi. Un 45 tours celui-ci. Ouais, le premier. C'est le premier, ouais. Alors on vous voit beaucoup à la télé en ce moment, c'est le début de la gloire ou c'est... Dans les faits divers, c'est Miguel, ça. Il fait tout le temps. Non, bon, alors il y a deux groupes, vous vouliez dire ça, il y a deux groupes. Il y a les Tortillas District là, qui sont là et qui accompagnent la Mano Negra. D'accord, Mano Donc, Negra. il y a deux groupes dans un. Ce 45 tours est disponible chez... Ça, c'est chez Boucherie Productions. Distribué par Musidisc, on peut Exactement. leur dire. On écoute tout de suite votre musique. Allez, c'est parti. Allons-y, Allez. la Mano Negra. Il y a eu l'époque Dirty District qui a été assez importante. C'est eux qui ont participé justement à l'enregistrement de ce disque. Pas
Pachanka, c'est un patchwork. Alors ça porte bien son nom, c'est fait pour Pachanka. La pochette, c'est un patchwork. Les gens qui jouent dedans, c'est un patchwork. Il y a eu Jean-Marc des Hot Pants qui est venu jouer. Il y a eu plein de gens, il y a eu les Dirty, il y a eu évidemment Manu, moi. On s'est croisé avec Manu et puis recroisé dans le studio, quoi. Il dit ouais, je fais un album, machin, feu 3-4, et puis on s'est extrêmement bien entendu, quoi. Extrêmement bien entendu sur les prises, sur la façon de bosser. Faut que je retrouve les trucs. Déjà, parce que même ce qui est noté là n'est pas exact, quoi. Et Salga et Luna, ouais, c'était des moments magiques, quoi, que tu rencontres rarement après. Ça, ça t'arrive une fois de temps en temps où c'est, tu sais, t'es avec le musicien et il se passe des... C'est vraiment, c'était vraiment bien, quoi. Et parce que le morceau, on s'en sortait pas, quoi. Il était bon pour la poubelle. Et puis finalement, on a lourdé toute la batterie. Avec juste la guitare acoustique, puis attends, je vais en faire une espagnole. Boum, il est rentré dans l'art. À taper dessus, quoi. La noche que yo te vi, arriba la luna, luna y eso como un rayo sentí, rayo de sol, cuando a veces... Et là-dessus, Manu a recommencé des voix. On y est retourné jusqu'à, je sais pas, 7-8 heures du matin, on a mixé 2 heures peut-être. On avait le mastering le matin. Donc à 9h, chez Translab, et puis j'étais sûr qu'on ne le mettrait pas, quoi. Puis on a écouté, c'était l'enfer, c'était vachement bien. Franchement, on faisait ce qu'on voulait, on nous disait juste, par contre, t'as tant de jours, tu peux y rester toute la nuit, puisque c'est lock-out. Alors, je veux dire, on en profitait à donf, 7h du mat, à demi. Et voilà, et avec ça, tu te démerdais. T'avais pas fini, t'avais fini, tu bouclais, tu mixais. Tiens, les 3 derniers titres, on a 1 jour pour mixer les 3, c'est pas grave. Et voilà, on faisait avec. Hein. Je suis d'abord tombé sur leur album, Pachanka, à l'époque où j'étais programmateur du Printemps de Bourges. Et je me souviens avoir contacté, je ne sais plus si c'était Manu ou Tonio à l'époque, pour qu'il y passe au festival. Et le groupe n'a pas été prêt. Et en fait, Manu m'a dit « je vais venir quand même ». Et il est venu pour jouer avec les Casse-Pieds. Un jour, Manu est venu me voir, il me dit j'ai rencontré le meilleur groupe du monde. Ça, je me souviens. Les Casse-Pieds. On a rencontré Manu au Studio Campus à Paris. Et lui, il était en train d'enregistrer son premier album, Pachanka. Puis il est venu un peu avec nous, jouer dans le métro. Enfin, tu vois, on est devenus potes en fait. Et on est passé le voir de temps en temps à Mixit. On écoutait des trucs et tout. Puis un jour, dans un bar, il nous a dit voilà, j'aimerais bien qu'on joue ensemble. Ce serait une super rythmique.
Moi j'étais à la guitare, il m'a dit ouais tu prends la basse et tout. Et Manu qui répétait à côté avec les membres de Dirty District pour former la Mano Negra. Il venait souvent nous rendre visite, je sais pas pourquoi. Et il devait bien aimer l'ambiance quoi. Super ravi de le voir se pointer aux répètes et presque étonné de le voir se pointer faire la chambre avec nous dans le métro quoi. Nous on débutait, on se prenait pas la tête à être payé en fait. Et la meilleure solution c'était quand même d'aller jouer dans le métro. C'est là où on a appris le métier, à choper le public, un public qui n'est pas là pour te voir ni pour t'écouter, il est là pour voyager. Avec 3 fois rien, on y allait à fond quoi. Et les Casse-Pieds c'est ça, c'est un groupe de survie mais qui trouvait la pêche dans la survie. On jouait, en plus on était un peu voleurs, on n'a jamais payé nos répétitions, on était comme ça, tu vois. Mais pas méchants, enfin, c'est pas une sorte de poulbeau, et quand ils venaient avec nous, ils se sentaient à l'aise. Enfin moi à l'époque, je sais qu'à l'époque je jouais dans 3-4 groupes, et puis on a fait des trucs, tu montes des... T'as des groupes que t'aimes bien pour ça, que t'aimes moins pour l'autre chose, un autre groupe t'aimes ça pour ça, pour... Et puis quand tu tombes sur le groupe qui pour toi est le groupe idéal et que au niveau musical c'est vraiment ce que tu as envie de faire et que c'est vraiment dans le groupe il n'y a que des amis, vraiment des gens que tu as envie de vivre avec eux toute la journée et d'être avec eux tout le temps, après tu cherches plus ailleurs. Moi je faisais la basse et je lui ai proposé de faire le son. Et après il y a Tom qui est arrivé, parce qu'il a fait la pochette. Mai, juin 88, il y a un concert à la clé, Saint-Germain-en-Laye. Et il n'y avait pas de clavier. Et dans l'album, il y en avait un peu partout du clavier. Et je suis allé voir Manu, je lui ai dit, dis donc, c'est bien, c'était super, hein, mais c'est con, il n'y a pas de clavier, et ça manque. Hein. Donc Tom arrive, avec un petit clavier pourri, même pas un DX7, je sais plus ce que t'avais Tom, mais t'avais un clavier... bref, pas le matos, ampli à 2 balles, enfin... Et puis pas trop la technique non plus, quoi. Le clavier... La Mano, on l'a montée pas avec des techniciens de la musique. On l'a montée avec des potes d'abord. Un petit concert sous trip là. C'est pas l'angoisse. Je serais de pas être là. Sous trip, je crois que je me... Elle est marrante. On a répété dans son garage. Et là, on a fait, je crois, 3 semaines ou 1 mois de répète, mais tous les jours, on dormait là-bas. Enfin, il y en avait qui dormaient là-bas. Moi, j'ai dormi là-bas, je crois, pendant 1 mois. On avait que ça à foutre, en fait, tu vois. C'est rentré, on va dire, c'était une bonne forme Mustang, c'est ressorti une bonne Ferrari, quoi. Le truc bien chromé, la totale au niveau du son, l'énergie, je parle, hein, je te parle pas au niveau du costard. Hein. Les Casse-Pieds, ils avaient ce truc, je dirais, comment dire, de l'impro, quoi. Voilà, ils avaient le truc de l'impro, quoi. Donc le taf plus l'impro, ça a donné au fur et à mesure cette patte Mano où quand même les trucs qu'on se le dise, même s'il y avait plein d'impro dedans, en même temps c'était super bossé quoi. Mais déjà il a fallu former un petit peu tout le monde. Senti au début il n'était pas super chaud. Et c'est vrai que des fois c'était chiant parce que c'était le bordel quoi. Aujourd'hui, il file un mauvais coton, il est énervé. C'est à ce moment-là où Manu et tout le monde cherchent le truc, la formule qui fasse que, voilà. Et on sait tous, quoi. Il y a un truc on se le disait tout le temps au début, quoi. Il fallait trouver la formule où d'abord on était bien et après on jouait. Alors ça n'a pas été sans difficulté. Quand on m'a dit tu vas faire des percus dans la Mano, je me suis dit c'est quoi ce délire? Je veux pas jouer du tambourin dans un groupe de rock où ça joue du punk et moi je vais rester comme un con et tout. Je l'avais pas capté en fait. Parce que moi-même je savais pas ce que c'était une paire de timbales. Ça lui manquait la batterie à Philippe, c'est sûr. Et en même temps, ça lui a permis de développer quelque chose. Je pense que le fait peut-être de ne pas pouvoir jouer son instrument préféré, ça l'a amené à comprendre une chanson. Il s'est intéressé à la forme des chansons, il s'est intéressé
je crois que ça l'a rendu 10 fois plus musicien finalement. Il y a un moment, tu joues et tu fais. Et ça fait bing. Tu te dis putain, je suis en train de faire de la musique, c'est super. après on attaque. Et j'aime mieux te dire que ça va y aller. Hein. Et... On part vendredi dans la nuit après la répète. Ah, elles sont toutes, on donne ton numéro. Hein? Dans la nuit, qui c'est qui conduit? Bah moi je veux bien. Non mais il y a Jaco. Hein. Non, c'est Jacques. C'est Jacques et c'est bon. Donc moi c'est Jacques, j'étais roadie de la Mano, moi je m'occupais du camion, de la conduite, du matos. Ils avaient répété pas mal quand même un été en 88 et assez rapidement les concerts ça l'a fait terrible. J'ai monté le demi-lune en 87. Pendant 1 an et demi, dans Spirade, tous les copains sont venus, tous les copains et d'autres, de Mano Negra au Berrurier Noir, en passant par Parabellum, les Rats, OTH, tout ce qu'on a connu à l'époque. Le groupe était quasiment inconnu, le disque venait de sortir, nous on le connaissait bien à Paris depuis des années parce qu'on connaissait Manu et les Hot Pants, etc. Mais il y a des mecs qui ont déboulé à 100 bornes à la ronde. Et il y avait des mecs qui avaient le disque, ouais, Mano Negra, et le bar était bourré à craquer les 2 soirs. Avec au petit matin le pharmacien du bled qui se réveille et qui trouve deux quepons Lorient à Crète dans sa BMW qui dormait, etc. Là, tu sentais que le truc, il allait péter, quoi. Qu'est-ce qu'il va nous Le 13 annoncer? octobre, on a un concert au New Morning devant tous les tourneurs du monde entier. Hein? Que des mecs qui font des concerts dans le monde entier. Après, quand le groupe a eu une existence réelle, j'ai organisé un de leurs premiers concerts au New Morning à Paris. Et ce concert s'était extrêmement bien passé. Je crois que le groupe avait été vraiment très satisfait de la façon dont je l'avais organisé. Et quelques jours après, c'était en octobre 88, Manu est venu pour me demander si je voulais manager le groupe. Quand j'ai
reçu la cassette de Malavida, vidéo, donc c'était filmé, je sais pas où, en banlieue ou je sais pas quoi. Je trouvais ça super, tu vois, mais vraiment incroyablement génial. C'était pas le clip de Malavida, c'était le truc sur scène. Et je trouvais que c'était une énergie impensable et tout ça, c'était un plaisir absolu. Moi, je dis, voilà, j'ai vachement envie qu'on travaille ensemble et tout ça. Donc, j'ai demandé à Thomas et à Manu, vous avez des maquettes? Il m'a dit, ah non, on fait pas de maquettes. Ah bon, merde. Bon. Il me dit, bah, si tu veux écouter de nouveaux morceaux, viens au Transmusical. Side by side, bumping through Barbarossa side by side, bumping through Barbarossa side by side, bumping through Barbarossa side by side. Slow down, never keep you on the floor. Slow down, never keep you on the floor. Et puis après, tout le monde, la terre entière s'est branchée sur la Mano. C'est pour ça qu'on a dû, les Transmusicales, c'est début décembre, on a dû signer en avril ensemble. De la méga fatigue après, parce que bon, j'avais fait les répètes, j'avais quand même pas fait encore un live. En plus, petit nouveau et tout, moi j'y suis allé à fond, peut-être encore plus qu'après quoi. Je jouais déjà fort du trombone, j'ai après joué du trombone à l'armée à coups de pied au cul, donc j'avais quand même appris à jouer fort et à tenir un peu la distance au niveau physique, mais quand même. Au départ, il y a eu adaptation physique. Il y a eu, oula. On s'est collé au studio Mixit, donc où Manu a enregistré Pachanka. On a cherché plein de manières de travailler, de faire les morceaux en acoustique. J'avais l'Atari à l'époque, alors j'avais installé dans l'entrée de Mixit avec le clavier, genre la boîte à rythme. Ouais, non, mais en studio, ça c'était super, on s'éclatait. Il y avait vraiment la place de faire plein de choses, trouver des petites idées de riff, d'arrangement, C'était un vrai plaisir. Tu sais que ça roule bien ça, hein. Quand on suit là, Allez, viens, on va encore s'éclater un peu. Le groupe avait pris une patte, quoi. À force de jouer ensemble, il y avait des petits feelings, des cohésions. On jammait beaucoup. On avait galéré les 2 premiers jours d'enregistrement, mais grave. Ça sonnait pas, quoi. Il y avait un truc, il n'y avait pas la magie. Et il y a eu ce fameux 3e jour où on a dû en enquiller 6 ou 7, quoi. Et là, ils étaient tip-top, quoi. On se découvrait un son qui était vachement bien, quoi. Mais bon, l'album, toujours pas fini. Il fallait qu'on continue à tourner. Là, Bernard s'était occupé sérieusement de nos affaires et il nous a envoyés en Amérique latine. Mano Negra, c'était vraiment un groupe français qui avait le potentiel de sortir des frontières. La Mano Negra, c'est les voyages. Moi, la première fois que j'ai entendu Pachanka, je me suis dit, putain, mais ça peut aller dans le monde entier, quoi. los
chat de Candy Bunker con la música de Bandera que ya está empezando a llorar desde Mano Negra en concierto en el Cusco este martes 13 esta Donc, on débarque après une nuit d'avion à Lima. Déjà, c'est quand même ça nous a tous impressionnés, hein, tout ça, les bidonvilles et tout. C'était le premier grand voyage qu'on faisait. On est arrivé au Pérou, donc à Lima, tu vois, un pays dévasté, tu vois. Donc là, tout d'un coup, on se retrouve dans ce pays et on voit effectivement les fameuses veines ouvertes de l'Amérique latine, quoi, tu vois, en face à nous, quoi. Un pays qui sombre, tu vois, t'as l'impression d'être dans un bateau qui est en train de sombrer, quoi. Avec des pauvres gars qui écopent comme ils peuvent. Guayaquil City va a reventar, tanto calor no se puede aguantar. Oye, pana, ¿qué pasa por la calle? Llorando va los terremotos, se mató su niña en moto, su hombre que está de mar. Dime tú quién va a cobrar. Oye, pana, ¿qué pasa por la calle? La huelga en el puerto ya se ha terminado, el del sindicato ya se lo ha cargado. Et là, quelqu'un, bon, on était dans un, je sais plus, un soir après le concert, et puis quelqu'un vient nous voir et qui nous dit, bah, moi, le Malavida, j'ai compris le message, quoi. Tu vois, je vois que tu parles de notre vie de merde qu'on a ici, et voilà, tu vois, tout d'un coup, il y avait une force qui passait, même si c'était pas exprimé clairement dans les paroles, qui passait, et les gens là-bas, ils comprenaient, tu vois, et tout d'un coup, moi, j'estime qu'on avait cette responsabilité-là, quoi. Je me souviens de Cusco, moi. C'était le premier concert que des étrangers fait, mais étrangers dans le sens, il n'y avait que des groupes péruviens, quoi. C'est-à-dire même pas un groupe équadorien, argentin. Dans un stade, c'était un stade de quoi? De basket, handball, enfin, un stade fermé. On avait rassemblé la sono de tous les villages alentours. C'était des petites sonos qu'ils utilisaient dans certains villages. Et je me rappelle qu'il y avait eu un technicien de là-bas qui avait récupéré les haut-parleurs, les amplis, ils ont tout rassemblé, rafistolé ça. Je me demande comment ça tenait. On était à quoi? 3700 mètres d'altitude. Donc déjà, mâcher les feuilles de coca pour essayer d'être enfant. Il y avait des flics casqués avec un espèce de fil au milieu qui pendait à 3 mètres des trucs. Il y avait nos 2 fameuses scènes avec des trous, bien des trous au milieu, 2 scènes séparées comme ça. Des gens qui étaient venus du village, tout d'un coup, comme c'était payant, parce que le mec, il fallait bien qu'il organise son truc, il y a eu une nuée de mômes qui sont arrivés, qui sont rentrés en force. Deuxième titre, Boulté, Philippe, donc dans les pommes. Je me dis là, on est mal barré. On est grave mal barré. Donc il y avait des bouteilles d'oxygène à côté
et qu'ils avaient prévu, tu vois, parce qu'ils savaient qu'à un moment machin. Donc moi je me suis arrêté de chanter au deuxième titre, j'ai arrêté, d'habitude je faisais un peu tous les chœurs. Et aux 3/4 du concert, la scène de devant s'écroule. Je vois Tom Dare en dessous, les deux péruviens qui tenaient les amplis, ils ont pris des amplis sur la gueule, Manu qui tombe, et là je dis je crois, là on a atteint le sommet quoi. Le sommet. Antonio Vergogna la trompeta, Galvosito aprieta, aprieta, Vasca grita demasiado, Peña está fuerte demasiado. Llore mi vida, no llore, más lágrimas del color de la pachanga. Is the wild sound, pachanga. Is the wild sound for Plato. What is the white sound? Pachanga, what is the white sound? Pachanga, what is the white sound? Pachanga, what is the white sound? Au niveau des cuivres, Tonio a eu une grosse importance pour moi. Au départ, moi j'ai pas eu grand chose à amener, au tout départ. J'ai eu à m'adapter et à apprendre à jouer avec le piment dans le cul. Donc Tonio, quand même, il savait putain de faire ça. C'était une belle rencontre, quoi. Parce que là, on pouvait allier, tu vois, un peu nos connaissances et nos compétences qui étaient bien différentes, quoi. Tu vois, lui qui savait jouer, et puis moi qui connaissais l'histoire. Et qui était, tu vois, qui vivait cette aventure qui était plus tripale que musicale, quoi. Tonio, sans être du tout un salsero, il l'a dans le sang quand même. Donc il jouait 3 notes, mais avec l'énergie super devant. La phrase pachanka, c'est une pseudo-phrase salsa à l'acropole quand même. C'est quand même pas... C'est un peu mécanisé, c'est bon, ça voilà. C'est le mélange de mon style et de l'influence de Tonio qui a fait cette espèce de style cuivre mano. À chaque fois qu'on visitait une musique, on la visitait pas en touriste, mais ni en pillard. Mais on prend ce qu'on peut prendre. Plutôt en gens du voyage, un peu léger, quoi. On est en 89, l'été 89. On est revenu d'Amérique latine, on a pas mal de concerts. Et il faut qu'on termine l'album. À cette époque-là, ouais, le groupe était beaucoup plus soudé. Parce qu'au début, le Pachanka c'est un peu un patchwork de musiciens. Le groupe n'était pas encore formé quand le disque est sorti. Et le Putas Fever, le groupe avait tourné depuis 1 an ou 2. Donc c'était plus un disque de groupe. Now listen to the beat of the song, a buzzing in my head like a bomb doll. Listen to the beat of the song, a buzzing in my head like a bomb doll. Twins subjected to the book like one big flow, but don't about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker, I'm burning up with a Putas Fever. Beat of a song, a buzzing in my head like a bomb doll. Listen to the beat of the song, a buzzing in my head. On fait la tournée Putas Fever, donc titre de l'album. Et on part, je crois, de octobre, novembre, décembre, full, à Donf. Et plein partout. Nous, on a fait des fois 2 concerts dans la même journée, parce qu'il y avait le double de monde, en fait. Né en 1988 de milliers de kilomètres de galères et de bœufs parfois confidentiels dans les coins les plus reculés de la planète, la Mano Negra conjugue en fait son plaisir de jouer et de chanter à toutes les modes et à toutes les couleurs du rock. D'où ce cocktail tonique, cette pêche et cet humour qui ne peuvent en effet que séduire. La première tournée, c'était l'Iveco, c'était un Iveco, un camion, donc on était 9 maximum. Et Jaco avait aménagé donc le haut, on pouvait dormir à 3 allongés en long.
Ensuite, il y avait le siège du fond. En relevant le dossier, ça faisait une petite banquette, donc ça faisait 4, 5 en dessous, un autre dans la longueur par terre, 6, et un sur les sièges à 2 places. On pouvait dormir à 7 allongés, mais 1 heure, quoi. À 9, dans une pièce. En plus, à l'époque, on avait plutôt un camion plutôt pas mal, assez bien organisé. Avec les cartons t-shirt et tout. C'était plutôt une Rolls par rapport aux autres groupes. Hein. Enfin, moi je le vois comme ça. Il nous a porté, c'est super, un grand respect à lui. Tous les soirs, là, c'est tous les soirs champion du monde. C'est quand même vachement dur. Quand t'as du succès de pas changer, c'est vachement dur. T'es dedans, tout le monde t'admire, tout le monde rit si tu dis une connerie. Et ça c'est relou, quoi. À l'époque, on se disait ça, on est le meilleur groupe de rock du monde parce que t'avais la salle, à chaque fois, c'était toute la salle qui était en délire, tu vois. Donc, mais c'est complètement idiot de penser ça. En quelques mois, la Mano Negra est devenue l'un des groupes européens les plus cotés et sa popularité ne cesse de grimper. On est à Londres, les Pays-Bas, ça marche très très fort. On est numéro 3 en ce moment, on est numéro 2 en Italie, on n'a jamais foutu les pieds. Enfin, bon, c'est sûr que c'est... Enfin, je sais pas ce qu'on sait, moi. Après une longue tournée, la Mano souffle un peu. Giga l'a rencontré à Pigalle pour une série de concerts. Mais au fait, pourquoi Pigalle ? C'est venu sur le titre de l'album, Putas Fever. Bon, avec un titre pareil, c'était évident qu'il fallait faire une tournée à Pigalle. On a l'habitude du quartier, on est tout le temps au New Moon là à côté. Alors bon, à force de jouer là-bas et de traîner là-bas, on a connu un peu les tauliers des autres boîtes, tout ça. On est tombé sur des clubs qui sont hyper beaux, qui n'ont jamais fait de concert, mais qui, genre Folie Pigalle ou même l'Erotica, qui sont des salles hyper belles. Et on s'est dit, toi, ça serait quand même super de faire rentrer un peu de rock là-dedans. La notoriété du groupe permettait de faire des choses que personne n'avait fait encore. Donc on avait dû faire 3 soirs à l'Élysée-Montmartre, 3 soirs à la Cigale. Ils ne sont pas tous entrés hier soir à l'Élysée-Montmartre et pour cause. La petite salle du boulevard Rochechouart affichait complet, comme d'ailleurs toutes les salles du quartier où se produisent depuis une dizaine de jours les 8 musiciens de la Mano Negra. Un groupe au carrefour de cultures et de racines musicales diverses est passé en quelques mois de la marginalité à la notoriété. C'était du marketing alternatif en fait, c'est-à-dire l'idée de monter une opération qui ait un grand retentissement dans les médias, mais qui corresponde complètement à l'esprit et l'identité du groupe. Tout le monde le sait très bien. À l'époque, par exemple, si on s'écoutait au niveau business, on faisait 3 zéniths, quoi. On aurait gagné 15 fois plus de fric, tous. Attends, Bernard le premier, nous... Non, parce que là, non, c'est des petites capacités, c'est des machins. On n'a pas fait ça, évidemment, pour ça. On a fait ça parce que c'était le délire de monter cette tournée Pigalle, quoi. Et je me souviens, ce concert s'était terminé sur la place Pigalle avec le groupe qui a continué le concert, amené le public en dehors de la salle et qui a continué le concert sur la place comme il savait très bien faire à l'époque avec les casse-pieds, faire de la musique de rue. Et ils étaient montés sur des toits de voitures, place Pigalle. C'était la voiture qui appartenait au patron du New Moon. Avec le public autour d'eux, et c'est un moment incroyable, qui m'a coûté d'ailleurs beaucoup d'ennuis avec les propriétaires des voitures en question et les assurances. Et dans la lancée, on s'est dit, en fait, la tournée Putas Fever, il faut la continuer, quoi. Donc elle s'est pas arrêtée là. On enquillait, concert sur concert, concert sur concert, concert sur concert, on rentrait jamais. Et là, je crois qu'on joue 90, mais là, on joue vraiment beaucoup. On part en Amérique, aux États-Unis, au Canada, au Japon. Là, il y a vraiment un phénomène Mano Negra, mais vraiment massif, quoi, et mondial. Le concert à New York, alors on en a fait plusieurs, hein. Des fois je mélange un peu, mais bien, pas de souci. New York, c'est une bonne ville. New York, c'est une ville géniale. Il n'y en a pas 2 comme ça dans le monde.
Les États-Unis, si tu veux faire quelque chose là-bas, si tu veux faire une carrière là-bas, c'est tellement grand qu'il faut vraiment y passer du temps. Et nous, en même temps, c'était pas notre priorité non plus. On a su très vite après faire notre choix entre les États-Unis d'Amérique et l'Amérique latine, quoi. On a su très vite où était notre maison, à qui on pouvait s'identifier et à qui c'était même pas la peine, quoi. Après, on a eu les bus, bien cool. On faisait le concert officiel et souvent on rencontrait des gens, un type qui avait un club ou un bar, et puis boum, ou un squat, n'importe où, et à chaque fois on se retrouvait à aller refaire un concert dans la nuit. On a pris pas mal l'avion, des aéroports. On a eu une année très chargée en 90. Très très chargée, quoi. On veut pas faire une ville, une autre ville le lendemain, une autre ville le lendemain, et tu vois rien, quoi. Enfin bon, t'as pas le temps, même si t'as le temps de te faire des potes pendant le concert et après la nuit, c'est pas assez profond, t'as pas vraiment le temps de connaître une ville et de te balader avec ta bécane et traîner et puis de voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas de bien. Quand tu restes 4 jours dans une ville, c'est mieux. T'as plus de rapport avec les gens et c'est vachement... Enfin bon, sinon tu passes vraiment en touriste, quoi. Nous, on n'a pas envie d'être des touristes. Les concerts au Japon, la tournée japonaise, le concert au Yoyogi Park, c'était incroyable. On a décidé de faire un direct au Japon parce que ça sonnait bien. Il y avait les moyens, il y avait un studio dans un bus. Et je crois que ça s'est décidé en l'espace de 2 ou 3 jours. On a enregistré 2 jours et après on a mixé en France. C'est une affaire rondement menée. Get down. Get down. Get down to the junkie beat. Get down to the junkie beat. And if it's just get down and know that all the giving people need on the junkie beat. Junkie beat. Yeah. We do it. Do it. Do it now. It's the junkie beat. Junkie beat. Leave that thing now. It's probably all in my soul. Till I'm ready to all just keep on. That's it. That's it. That's all. That's all. That's the way my monkey on the junkie beat. Junkie beat, dig it to the junkie beat. When my radio speaks, sing no more. Sing a red, shake your leg on the floor, baby, stand, sing it. Big brother likes money, and everybody likes music. Big brother likes money, and everybody likes music. Why's mommy shaking on the dance beat? Why's mommy shaking on the dance beat? That's the way my monkey on the junkie beat. Jusqu'à l'enregistrement de King of Bongo, grosso modo, on est tout le temps sur la route. King of Bongo King of Bongo. Qu'on a enregistré à Cologne, au studio Conny Planck,
connu studio. C'était l'hiver en Allemagne. Enfin, fond de la forêt noire, là. Bah, déjà, King of Bongo, c'est un titre qui aurait dû être sur Pachanka. On s'est inspiré de Link Cray, en fait. Voilà, c'était ça. King of Bongo, c'est le roi de la brousse. Tous les singes de la brousse, eh ben, c'est des fans du King of Bongo. Ils tapent sur son bongo. Mais le King of Bongo, c'est un con parce qu'il se dit, eh ben, maintenant que je suis le roi de la brousse, eh ben, je veux devenir roi de la ville. Alors il monte à la ville, chercher une nouvelle couronne, être le roi de la ville. Et il monte là-haut, évidemment, personne n'aime le bongo là-haut. Tout le monde aime la disco, tout le monde aime la house music, là, tous ces trucs-là. Et alors, bon, il commence à avoir les boules, toi, il se disait, merde, putain, je voulais être une star à la ville, ça marche pas. Et puis il réalise, il dit, merde, quoi, j'aime pas la house, j'aime pas le disco, je suis le king of bongo et je joue pour moi tout seul. Et je tape sur mes bongos, je suis perdu dans la grande ville, mais je suis quand même le roi du bongo. On est rentré en studio, on a installé les... Bon, la différence par rapport à ce qui se fait d'habitude, c'est qu'on a enregistré complètement live. On a mis des retours, on s'est mis en position de scène, on a joué, on a fait des buffs. En fait. T'es sûr? Je pars qu'à la fin. Ouais, c'est ça. Écoute, c'était venu pour faire chier ton normal. Non, je veux dire, j'aime pas faire chier, tu vois, moi c'est un 10, tu vois, je donne mon Entendez avis, là-bas? quoi. Moi, oui, en 23. Je donne mon avis. Mais bon, j'essaye un nouveau truc. Ouais, ouais, essaye. Non, vas-y. Non, mais éclate-toi, quoi. Ça, j'ai pas obligé d'aider pour la faire. Faut pas trop fort. Mais personnellement, je me suis plus amusé à jouer sur King of Bongo. Parce que il y avait plus de live. Et puis, je sais pas, j'ai eu vachement d'idées sur King of Bongo, sur ce disque, sur Bring the Fire. Ça a la même couleur, pas mal, hein. Non, mais de toute façon, moi, c'était pas une bonne idée que j'avais de te faire jouer comme ça au début. Fin 90, il y avait une ambiance un peu dark. Tu vois, ça commence à être un peu pesant, l'ambiance internationale. Ça te finit par te plomber un peu le moral, quoi. De toute façon, on est dans des années quand même assez violentes, quoi. Tu vois, c'est quand même la privatisation de TF1, c'est M6 qui débarque avec les robinets à clips, etc. Tu vois, on est en train de... Il y a un formatage qui se met en place dans ces années-là, tu vois, et une commercialisation à outrance, tu vois, de la musique, qui fait que si t'es pas dans le moule, t'es pas dans le moule, quoi, tu vois. Et puis nous, on s'est fait un petit peu, tu vois, il y avait le miroir aux alouettes qui était là, et puis effectivement, il faut faire des clips, ça coûte vachement cher, etc. Et puis... petit à petit, tu vois, on est rentré dans cette dynamique de musique industrielle. Puis voilà, alors on se défendait comme on pouvait. Effectivement, on avait négocié des choses, machin, etc. Mais si tu veux, l'industrie était plus forte, quoi. Enfin, c'est ce que j'estime aujourd'hui, quoi. C'est que l'industrie a été plus forte que nous. Folks, it's intermission time at the Blue Sky Drive-In. Ah, yeah. Commercial break now. No!
Quelques notes de musique maintenant. Il y a des groupes, vous les connaissez sans doute, qui attendent qu'on vienne les voir et qui s'installent dans des grandes salles comme le Zénith ou encore Bercy à Paris. Et puis il y a ceux qui préfèrent aller à la rencontre de leur public. C'est le cas de la Mano Negra qui refuse de jouer le jeu du showbiz. Ça ne les empêche pas de vendre des dizaines de milliers de disques en France et à l'étranger. Mano Negra vient d'ailleurs d'achever une tournée des petites salles de banlieue. Les petits plats dans les grands pour des invités de marque. Car la Mano Negra en banlieue, c'est un peu le retour des enfants prodiges. Ce soir-là à Bondy, salle comble, les jeunes du quartier qui organisaient eux-mêmes le concert n'avaient jamais connu pareil succès. Dans la file d'attente, le calme pourtant, pas de fauteurs de troubles, chacun réussira à rentrer dans une salle où très vite, il n'y aura plus ni scène ni public, mais une vaste fiesta. Des anti-stars, la Mano Negra, qui ne craignent pas de faire monter leur public sur scène. Ils ne courent pas après la gloire, et même si l'on parle d'eux à Tokyo ou New York, ils pensent encore à leurs copains de banlieue. Pourquoi une tournée en banlieue? Bah déjà c'est plus, ça correspond plus à ce qu'on aime nous. De toute façon nous, deux Zénith, ça nous excite pas du tout. Venir en banlieue, à chaque fois on essaie de trouver des idées qui font qu'on va... Faut trouver le moyen de passer du bon temps et pas juste, on n'est pas là pour faire un boulot et remplir deux Zénith et partir en vacances. On est là pour faire du rock et on va dans les endroits qui font du rock. C'est très difficile d'imaginer de monter des concerts de rock dans les quartiers. Le public des quartiers est plutôt intéressé par le rap, le rail et d'autres sortes de musique, quoi. Mais la Mano Negra faisait du rock comme on n'en avait jamais entendu avant. Hein. Il y avait un tel mélange de rythmes, etc., que ça permettait une ouverture et ça permettait un mélange de public qu'aucun autre groupe pouvait faire. Bibi, c'est une chanson que t'entends quand t'es petit, quoi. Donc on l'a chantée, mais vraiment pour déconner, quoi. Comme ça, quoi. Jamais on aurait pensé que ça pouvait être une chanson qu'on chanterait un jour sur scène. Et Manu, quand il nous a entendu la faire, il a flashé, il a dit « Putain, vous avez une chanson en arabe, c'est génial ». En fait, il nous a un peu décomplexé avec ce truc, quoi. On avait fait 15 villes de banlieue avec un tarif de concert très très bas et ça avait été un énorme carton et ça aussi ce sont de très bons souvenirs. À un moment donné, on a été obligé de prendre un service de sécurité que nous, on a imposé aux promoteurs de concerts. Donc on avait notre service d'ordre et d'ailleurs c'est un des seuls qui a été applaudi après chaque concert parce que les mecs ils étaient cool. C'était les Buffalo, les anciens Black Panthers de Paris. Et eux ils étaient vraiment en respect pour eux, vraiment ils ont assuré et tout, vraiment quoi. Sur tous les concerts de la Mano, les gens sont les bienvenus sur scène, quoi. Bon, c'est sûr, au bout d'un moment, quand il y a trop de monde sur scène, on demande aux gens de se tirer pour qu'on puisse jouer, quoi. Nous, il n'y a pas de problème que les gens montent sur scène ou que nous, on soit dans la salle. Nous, on veut être admis dans la salle, on veut que les gens puissent monter sur scène. Le seul truc qu'on demande aux gens, c'est quand ils sont sur scène, qu'ils respectent le matos. Et des fois, il y en a qui font pas attention, quoi. Quand le public envahissait la scène, en général, c'était mieux, quoi. C'était gros stuff. Maintenant, j'aurais peut-être pas aimé être guitariste. C'est cool d'être trombone avec ça. Hein. Hop, tu t'en vas avec ton instrument. Et de toute façon, il coûte pas très cher. Et voilà, t'es dans la mêlée, t'es bien, quoi. C'est vrai que gratos, ça devait être moins marrant de se faire piétiner les pédales et tout. I think there was
there was a sort of need of music that could express the feeling of a whole new generation of young people. It was basically a music that has no boundaries, you know, that people could identify with, you know, what was going on. You had hip-hop, there was a period that the techno started, like house music, and it was music with a lot of energy and a raw energy. And I think Mano and Urban Dance Squad were, for me, the only European bands who would express this kind of energy and had their own identity, you know, and also uniting a lot of different cultures together, you know. That was the mood of that period, you know. Well, at least for me, we were busy with a revolution, you know, like standing on a barricade of something really positive, you know. 1, 2, 3. Come on, everybody, give it to me. 1, 2, 3. Ces droits au logement, qui connaissaient un peu Caravane, ils sont venus un petit peu nous voir en banlieue, etc., qui nous ont demandé de leur filer un coup de main pour monter un concert de soutien pour les mal logés qui campaient place de la Réunion. Et puis quelqu'un est venu en disant ça y est, on a l'UNESCO qui propose sa salle pour faire le concert. Et la Mano Negra était partant, donc on s'est retrouvé un jour avec tous les mal logés qui bossaient sur le concert. Il y avait 2500 personnes dans la salle, il y en avait au moins autant dehors. Et quand la Mano est arrivée, ben voilà, il y a eu le pogo, quoi. Et le pogo, il a fait des dégâts dans la salle, quoi. L'UNESCO a accordé cette salle pour ce soir, mais toutes les dégradations du jour dans la salle seront payées par le comité, alors soyez cool avec les tables. J'ai votre parole, les gars. Cool avec les tables et on se tape des cigarettes, quoi. Il y a un haut pour fumer, quoi. À la fin du concert, on a bien vu qu'il y avait des dégâts et on a vu le régisseur de la salle pleurer en voyant tous ces dégâts. Donc on a vraiment flippé en se disant, putain, le gars nous disait que dans 2 jours, il y a une conférence de chefs d'État ici. Et qu'on était fautif de tous ces dégâts. On est reparti, le lendemain on était convoqué par l'UNESCO et on a rencontré le secrétaire général de l'UNESCO. Et les gens de l'UNESCO ont défendu le concert. On dit que c'était vraiment un concert super, dynamique. Les dégâts, ce n'étaient pas des dégâts volontaires, c'est le pogo, c'était l'ambiance. Même eux s'y seraient pris au jeu, quoi. La Mano Negra a eu finalement la main heureuse. Le groupe rock jouera ce soir à 20h30 sur le parvis de la Défense. Un concert gratuit que le maire de Puteaux avait interdit avant de revenir sur sa décision. Depuis hier, les politiques se renvoient une balle qui rebondit sur la scène de la Mano Negra. Le concert aura bien lieu ce soir à la Défense, mais fortement encadré. Le maire de Puteaux a exigé des forces de police supplémentaires pour lever son interdiction. Résultat, 3 compagnies de CRS en plus, 750 hommes surveilleront la bonne tenue des 15 000 spectateurs attendus. C'est la victoire de l'ordre sur l'éventualité du désordre. Autant dire que c'est l'échec de M. Lang qui préfère la pagaille. Pourquoi créer l'inquiétude alors même que beaucoup de concerts de ce type ont lieu un peu partout en France? Les 2 troupes ont monté leur scène tout l'après-midi sous l'Arche, impassibles à la polémique, impassibles en apparence. Je vois pas pourquoi un concert de la Mano, ça tirerait des bagarres, ça n'a jamais attiré. On a fait toutes les banlieues il y a 2 mois, on a traîné dans toutes les banlieues, on a fait des concerts partout, organisés par des gens de banlieue. Il n'y a pas eu une merde, quoi. Plus tu montres ta force, plus tu montres des flics, plus tu provoques une épreuve de force et plus tu vas vers la violence, de toute façon.
Le maire de Puteaux avait peur du désordre. Le concert aura lieu parce que la préfecture des Hauts-de-Seine a peut-être eu plus peur encore, peur de la colère d'un public privé de ses idoles. On n'arrêtait pas d'entendre aux infos, je crois que c'est France Info. Tous les quarts d'heure, il y avait un spot et ça n'a pas arrêté. Ça a été une semaine où on annonçait. Le concert controversé de la Mano Negra à la Défense. Le maire de Puteaux voulait interdire le spectacle. Je vais te dire, s'il n'y a pas une personne au trou du cul de la France qui n'était pas au courant qu'on allait faire le concert du 9 août 91 à la Défense. Alors on est arrivé, il y en avait effectivement 15 à 20 000 sur les marches, il y en avait 35 000 derrière. Le parvis de la Défense a véritablement été pris d'assaut hier soir par la Mano Negra. Mais il s'agissait d'un assaut pacifique, de charme et de professionnalisme inspiré. Il faut dire qu'il y avait une certaine tension dans l'air. Une tension vite dissipée par le charisme du groupe et transformée, comme d'ailleurs à chacun de leurs concerts, en une étonnante communion avec le public. Je sais pas si on mesurait toute la portée de l'histoire, quoi. Nous, je sais qu'on se concentrait pour que ce soit bien, parce qu'on sait qu'on avait Royal avec nous et qu'on allait faire péter en plus. On allait faire péter la poudre à ce concert pour que ça ait la totale, parce que comme on avait pas mal bossé avec Royal, on avait aussi, on était devant l'Arche de la Défense, que ça ait un côté un peu, tu vois, qui a presque un côté cirque aussi de l'histoire, et enfin cirque-spectacle, quoi. On avait vraiment envie que ça le fasse, quoi. Parce qu'on savait que c'était quasiment notre dernier concert. Bientôt, la Mano Negra et le Royal de Luxe embarqueront au grand air sur un bateau, destination l'Amérique latine, pour 6 mois de représentation commune. L'opération s'appellera Cargo 92, une façon bien à eux de marcher sur les traces de Christophe Colomb. Ça a été notre dernier concert en France, hein. On se souvient pas bien. Après, il y a eu des bouts de Marseille, des machins. Mais dans le cadre de projets particuliers, mais le dernier concert Mano Negra en France, c'était la Défense. Et on savait que c'était, entre guillemets, la fin d'un cycle. Voilà. Là, on est au Saint-Domingue, au quai des Antilles, à Nantes. Moi, je trouve ça bien qu'on soit venu ici parce que c'est ici que s'est passée la plus belle phase de l'histoire du cargo et de ce qui va se passer en Amérique du Sud. Bon, déjà, Saint-Domingue, quai des Antilles. Et c'est la partie du rêve. C'est là qu'à 5h du matin, à bloc, avec Coco, avec des gens du Royal, avec des gens de la Mano, on a rêvé de l'Amérique du Sud. On s'est dit, oh putain, on va essayer de trouver un cargo, on va essayer de partir là-bas, il faut qu'on se tire d'ici, 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 il faut qu'on se tire d'ici. L'idée initiale, c'est Royal, Mano, un bateau. C'était ça la base du projet. Donc Royal, Mano, c'était peut-être un peu léger en tant que tel, donc il y a eu des couplets gentils. Donc ça faisait les marionnettes, la danse, en gros toute l'expression culturelle et corporelle, la Mano Royal. Là, on a le droit de mettre que 12 containers dans la cale avant parce qu'on ne peut pas monter à plus de 2 containers de hauteur. C'est le capitaine et la Lloyds de l'assurance qui ne veulent pas parce que c'est pas un bateau qui est prévu pour ça. Le gros problème qu'on a, c'est de pouvoir tanker au moins tout le reste dans la cale avant, c'est-à-dire les 6 containers amovibles,
2 containers de fongibles, parce qu'on emmène beaucoup de matériel avec nous, pratiquement tout, presque, on emmène pratiquement l'électricité avec nous, quoi, tu vois, c'est la folie, quoi. Parce qu'on va être maximum autonome sur place pour pouvoir réparer à toute éventualité. Si par exemple on a envie de se taper un concert un jour comme ça, quelque part, gratos ou quoi, on a notre scène, on a nos éclairages, notre sono, on a tout, on emmène tout, on a décidé de tout emmener. Donc il y avait une cale pour les containers avec l'équipement et l'autre cale avec une reconstitution de rue de Nantes, comme dans un décor de cinéma. Donc tu descendais dans la cale, quand elle était à ciel ouvert, bah, c'était comme si tu étais dans un petit bout de rue. Voilà, le Royal de Luxe, il menait un peu cette même aventure dans le théâtre qu'on vivait nous, dans le rock and roll, quoi. Donc, ils étaient très rock, quoi. C'était une troupe très rock. Quelque part, je me retrouvais plus à ma place dans le Royal. Enfin, je me suis retrouvé un certain temps. Et ça tombait bien parce que moi, je commençais à en avoir marre de toute manière. Tu vois, j'avais déjà un ras-le-bol là qui commençait à me submerger de la mano. Et ça m'a permis un peu, si tu veux, de me dire, tiens, cette aventure-là, il faut la vivre, quoi. Tu vois, il faut la vivre avec la mano et avec le Royal. Et effectivement, ça a été un peu le moment où j'en ai profité pour faire une tangente et bosser avec le Royal. Mais moi, j'étais mécanicien. Alors, je pouvais remettre les mains dans le cambouis, quoi. Moi, dans Royal de Luxe, j'ai appris à souder à l'arc. Je les remercie. Hein. Nous, on était le dernier maillon de la parade que le Royal de Luxe faisait en Amérique du Sud. Jean-Luc Courcoult, il nous avait intégrés à cette parade. C'était les poilus de 14-18. Et Tom, Manu, Phil et moi, on était les comiques troupiers. Donc on avait préparé des numéros, c'était avec 350, madame, avec... On faisait des chansons comme ça, on faisait le match de boxe, les spectacles que faisaient les militaires de 14-18 en fait. Moi je faisais un travelot aussi. Donc je m'habillais en robe et je chantais une chanson, quoi. Je sais pas s'il y en a un qui a raconté notre première sortie à Nantes quand même. Mais c'était épique, hein. On est sortis, on était super contents. Je tournais avec le tank, lance-flamme. Il y avait Joe qui faisait le théâtre, Doum Doum Doum, le pétoman, le machin. On revient, Jean-Luc Courcoult, donc le big boss des Royal de Luxe depuis des années. Il dit, j'ai adoré la volonté que vous avez mis, l'envie, tout ça. C'est vraiment... Maintenant, pour ce que vous avez fait, c'était vraiment nul à chier, quoi. On va tout revoir, parce que vraiment, vous n'êtes pas dedans, quoi. Et après, on ouvre la partie, quoi. Regarder les poissons volants, les dauphins, boire de la cachaça, fumer des pétards. Bon, tout le monde s'est retrouvé au mois d'avril, hein, c'est ça, 92, à Caracas, pour démarrer cette histoire, quoi. Là, on s'est rendu compte que quand même c'était vraiment un truc très lourd, quoi. Parce qu'arrivé à Caracas, il a fallu décharger les 12 containers. C'est-à-dire que là, tu deviens plus musicien, là, tu deviens docker. Tu sais que ça va durer que 4 mois, c'est pas ta vie. En même temps, tu vois vraiment tellement d'autres choses que tu le fais volontiers, quoi.
Mais sauf qu'en fait, c'était super dur. La tournée Cargo, ça se passait sur plusieurs choses. Il y avait la parade. Je faisais le général. Général des poilus. En Amérique, ça tombait bien parce que comme je parlais espagnol, je pouvais facilement diriger les extras, les figurants. Tout ce que faisait le Royal de Luxe, c'était du théâtre, mais qui devenait réalité. C'est-à-dire tu voyais bien que c'était du théâtre parce qu'il n'y avait rien de réel, mais d'un seul coup, tu étais dans une ambiance réelle. Et la guerre de 14, on ne l'a pas vécue évidemment, mais on avait un aperçu de ce que c'était, de courir, de sortir des tranchées, d'aller courir et de se faire tuer. Pareil, avec le public, ça marchait du feu de Dieu. Il y avait une grosse adhésion du public, il y avait vraiment un gros engouement, quoi. C'était vraiment des concerts gratuits sur des grosses places populaires. On avait joué devant 120 000 personnes avec peu de son, je trouvais. Je suis pas sûr que les gens au bout aient entendu, mais on voyait des vagues onduler. Aucune embrouille, 120 000 personnes réunies des deux côtés. Ça faisait super longtemps qu'il n'y avait pas eu de concert là. Voilà, ça c'était les côtés géniaux de l'histoire, voilà. L'écrivain Gabriel García Márquez, Gabo, dit-on affectueusement à Carthagène, sa ville, est le premier à descendre dans la cale qui fait escale. D'abord parce que le cargo ambassadeur est métamorphosé en rue française, surtout parce que Melquiades porte le nom d'un héros d'un livre du prix Nobel de littérature, 100 ans de solitude. Un pequeño secreto es que la imagen de Melquiades creada por mí está un poco inspirada en Nostradamus. De manera que fue un gran orgullo el que sentí de todas estas coincidencias en determinado momento. Creo que es una gran idea, es una maravilla habernos traído una calle de París a través del Atlántico. C'était
c'était le voyage. On a passé presque 4 ou 5 mois d'affilée en voyage. On allait de la côte à l'intérieur parce qu'on profitait des voyages du bateau pour faire d'autres concerts à l'intérieur. On a été au Mexique. Mais en Amérique du Sud, en gros, ça a toujours flamboyé, quoi. Et là, c'était Sergio Leone, quoi. Para nosotros es muy importante encontrarnos a grupos de aquí. Bueno, venimos, es una de las partes más importantes para nosotros. Je me rappelle qu'avec Jaco, on avait loué une bagnole. On avait chopé des champignons, après on a été au bord de la mer. Bueno, güey, estaba muy bueno. C'est beau et tout, tu vois, c'est la mer, machin, super. On prend des petits camions tout peints à 50 dans le camion, tout entassé, tout ça. On est parti dehors avec la nana des services secrets, là. Tu te souviens, la chinoise en Uruguay? Il y a eu le Brésil aussi qui était très fort. On a rencontré Jello Biafra. Il y avait un genre de forum sur l'écologie, comme ça, on est arrivé en plein dedans. To a party,
Forza Brasil! Suerte! Mais bon, c'était chargé, quoi. Ces 4 mois de tournée, c'était chargé. Et, quand il y a 80 personnes avec des troupes, et donc que dans chaque troupe, il y a des gens explosifs, ça fait du feu. C'est vrai que quand on est arrivé en Argentine, on commençait à être un peu fatigué. Un peu chaud, ouais. Complètement. Alors, bon, Casa Babylone, c'est le dernier album de la Mano, officiel. Now 3 little monkeys sat on the coconut tree, discussing things that they are said to be. Said one to the other, now listening to other silly rum. But that can't be true. That yeah, the monkey speaks his mind. Ça a duré 2 ans cet album. C'est-à-dire que à l'époque, c'était au retour du cargo. Le groupe était un peu disséminé partout. Et donc on a repris tout à Clignancourt. Et là, on faisait 3 à 8, je sais plus comment c'est passé. Alors donc, on avait commencé à enregistrer Casa Babylone, le dernier album. On s'était installé à Ornano. Et puis ça durait. Ça faisait des mois. Au début, c'était bien, et puis... On a été hyper nombreux là-dessus, là. Voilà, on sentait pas trop ce qui allait se passer, c'était un peu flou. Il y a Daniel qui voulait quitter le groupe, il y a Joe qui en avait marre aussi. Moi, j'ai arrêté pendant Casa Babylone. J'arrivais plus à suivre. J'avais envie d'air frais, de faire autre chose. Casa Babylone, toutes les semaines, on splittait quasiment. Ceux qui restaient, ils ont décidé de faire le disque, de continuer. On a ouvert le groupe a changé. Là-dessus, dans Casa Babylone, il y a eu Fidel et Pablito qui jouaient dans Todos Tos Muertos, qui sont venus donner un coup de main, chanter sur le disque et tout. Ça a redonné un second souffle à la Mano Negra. Il y a toujours eu de la liberté dans le groupe, mais à cette époque-là, peut-être plus que jamais. Casa Babylone, il y a vraiment la maturité d'un nouveau son du rock latin, quoi. Et qui a marqué beaucoup de groupes là-bas, de groupes argentins, de groupes mexicains. Il y a eu cet album et après il y a eu un renouveau de la musique, du rock latino, on va dire. C'est mon disque préféré. Un peu ma frustration, parce qu'on n'a pas joué ça sur scène avec Mano Negra. À partir du moment où il y a eu la scission de Casa Babylone en studio, à partir de là, je considère que c'est plus vraiment la Mano. Parallèlement aussi, il y avait le projet du train en Colombie. Alors ça devait être un genre de cirque sur un train qui devait traverser la Colombie. Et donc on traversait la jungle, on traversait des pays souvent dangereux. En plus à l'époque il y avait des problèmes avec Escobar et on n'était pas très sûr de ce qui allait nous arriver. On s'arrêtait dans les villages, on montait notre truc, on faisait des spectacles. Donc il y avait des spectacles de théâtre de rue, de la musique et tout ça. Bon, il y avait... Donc on allait dans des bleds où ils n'avaient jamais vu une guitare électrique ou même du théâtre de rue, etc. Le train, c'était quand même aléatoire. On est tous revenus vivants, on est tous revenus, bon, peut-être un peu plus bruns qu'avant, mais c'était une expérience, quoi. C'était un truc dur, quoi. On a pleuré, quoi. Je veux dire, on a tous souffert, quoi. On a fait les 2 premières dates et pour moi, on a splitté à la 2e, à Racataca, la ville du roman de Garcia Marquez, là. Donc en Colombie, ça s'appelait encore Mano Negra, théoriquement. Mais attends, c'était fragile. Hein. C'était la Mano sans être la Mano. Voilà. Je me souviens quand même encore une fois sur l'Expresso del Hielo, tu vois, en train de faire Man Man's Dead. J'étais là, mais où il est Man Man's Dead? Non mais bon voilà, parce que j'y retrouvais pas mes petits, je pense que personne, mais sauf qu'on faisait genre. Le train, moi, je reconnais être parti au bout de 15 jours de tournée. Je suis parti. Notre problème, c'est qu'on aurait dû se poser un moment, mais vraiment se poser. Personne n'a réussi ni à le vouloir, ni à le faire. Maintenant, peut-être que c'est tant mieux et que la Mano, elle est restée voilà, ce qu'elle devait être et ce qu'elle doit être, j'en sais rien. On avait vraiment envie de poser, de rien foutre pendant 1 an ou 2, vraiment, rien foutre. Tout simplement, rien foutre. Pour redescendre de cette tournée, j'ai mis 3 mois.
trop facile. Hein. J'avais déjà fait mon Xème adieu, donc... alors j'étais parti pourquoi ce coup-là? Je sais plus trop pourquoi je suis parti la deuxième fois. Je crois que j'en avais marre. Puis quand on en a eu marre, on a arrêté, c'est tout. Voilà. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. Bom, bom. El mundo es una puta pa' todo lo hay que pagar. El que tiene se queda y el que no tiene se va. Y el que tiene no da y el que no le da no le llora porque no hay pocha pa' tanta vanidad. Y así está, y así está. Que te vengan a buscar cuando no tienes el ritmo que te viene a parar. Que te pongan esos tigres y están los cochando, andando, dicen y cantando telecom. Y así está, el patio en esta ciudad. El que tiene se queda y el que no tiene se va. Bom, bom. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a espabilar. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a espabilar. Bom, bom. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a espabilar. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a espabilar. Bom, bom. Espabila, Fidel, que llega Raquel. Espabila, Fidel, estoy durmiendo. Que llega Raquel, no tengo tiempo. Espabila, Fidel, hay algo hoy. Que llega Raquel, ponte mi amor. Espabila, Fidel, que estoy soñando. Que llega Raquel, que te estoy viendo. Espabila, Fidel, ay, por mi amor. Que llega Raquel, grita mi sueño. Espabila, Fidel, que llega Raquel. Ahí vamos. Uno más, una caladita más. Los manilares de yo somos. Por eso no me olvido, oye, yo somos. Nunca me olvido, oye, yo somos. C'est fini.